Les typhoons de la RAF percent les nuages au-dessus de la baie de Lübeck. Leurs ordres sont urgents. Couler le paquebot allemand qui fuit vers le nord. C'est mai 1945 et les renseignements indiquent que le haut commandement nazi s'échappe vers la Norvège dans un effort désespéré pour prolonger la guerre. Ces pilotes de la RAF vont mettre fin à cette folie. Le voilà. Impossible de le rater. 213 mètres de long, le SS Cap Arcona faisant route vers le Skagerrak. Ils arment leurs roquettes, alignent leurs viseurs. Ailleurs, le docteur Hans Arnoldsson de la Croix-Rouge suédoise ouvre violemment la porte d'un briefing de commandement. Le visage pâle, la voix brisée. Le paquebot n'est pas rempli d'officiers SS ou de dignitaires nazis. Il est bourré, bondé jusqu'au pont, de plus de 5000 prisonniers évacués du camp de concentration de Neuengamme. Et les typhoons sont sur le point de le couler. 18 avril 1945. Berlin brûlait. L'artillerie soviétique pilonnait la capitale d'Hitler en décombres, tandis que les chars américains fonçaient à travers l'Allemagne du Sud. Le Troisième Reich avait des semaines, peut-être des jours, avant l'effondrement total. Mais dans les salles de guerre de Whitehall, Winston Churchill voyait un cauchemar différent prendre forme. Il envoya un télégramme sobre au ministre des Affaires étrangères, Eden. Il est jugé de la plus haute importance que Montgomery prenne Lübeck dès que possible. Notre arrivée à Lübeck avant nos amis russes de Stettin nous éviterait bien des disputes plus tard. Le Premier ministre ne se préoccupait plus de vaincre l'Allemagne. Cette issue était inévitable. Il courait pour empêcher Staline d'avaler le Danemark, de transformer la Baltique en lac soviétique. Chaque heure de retard de Montgomery était une heure de plus pour l'armée rouge de déferler vers l'ouest. Puis les renseignements ultra livrèrent quelque chose de pire encore que l'expansion soviétique. Les signaux interceptés révélaient que les dirigeants SS convergeaient sur Flensburg. Himmler, les commandants de camps de concentration, les architectes du génocide se rassemblaient comme des rats fuyant un navire qui coule. Ils ne prévoyaient pas de se rendre, ils prévoyaient de fuir. Le maréchal de l'air Cunningham étala les photos de reconnaissance sur son bureau. Les ports de la Baltique fourmillaient d'activités frénétiques. Les navires prenaient de la vapeur. Les convois se formaient. Le schéma était indéniable. Une évacuation massive vers le nord. Forteresse Norvège. Ces deux mots glacèrent la salle de briefing. Les fjords infinis de Norvège pourraient abriter les restes nazis pendant des années. Des bastions montagnards, des bases sous-marines cachées. La guerre ne finirait pas. Elle murait en quelque chose de prolongé et de venimeux, la guérilla. Tandis que l'Europe essayait de guérir, le 2 mai apporta la confirmation qu'il redoutait. Les mosquitos de la RAF photographièrent 2 convois militaires sortant de Kiel. 6 destroyers, des U-boots et d'énormes transports de troupes brassant vers le nord à travers les houles baltes. Le temps pressait. Chaque navire qui atteignait la Norvège signifiait plus de guerre, plus de vies perdues, plus de fanatiques SS complotant leur retour. Le Wing Commander Christmas rédigea l'ordre du jour 72 avec une clarté brutale. Détruire les transports ennemis sur terre et sur mer. À l'aube du 3 mai, les escadrons de Typhoons firent le plein sur les aérodromes libérés, 8 roquettes par avion, tambours de canon entièrement chargés. En quelques heures, ils transformeraient la Baltique en cimetière. 160 navires cargo brûleraient avant le coucher du soleil. Le pilote David Ince vérifia ses armes, les derniers mots du briefing résonnant dans ses oreilles. Tout indique une retraite nazie finale dans un réduit nordique. Forteresse Norvège. Il empêcherait ces monstres d'échapper à la justice, quoi qu'il en coûte. Le 20 avril 1945, Paul Trzeciak comptait les jours à Neuengamme. L'artillerie britannique tonnait au loin. La libération était enfin à portée de main. Puis vint l'ordre « évacuation ». 80 prisonniers furent entassés debout dans chaque wagon. Le train cahota vers le nord en direction de Lübeck, loin des Alliés qui avançaient. À la fin du voyage, 50 étaient morts. Les survivants trébuchèrent sur le quai et la virent, le Cap Arcona, autrefois le plus fier paquebot d'Allemagne, la reine de l'Atlantique Sud. Pour les prisonniers, il représentait l'espoir. Peut-être un navire vers la Suède, la sécurité, la Croix-Rouge.
Les gardes SS les poussèrent sur les passerelles et dans les cales. Les anciens cours de tennis de luxe du navire, les salles de bal et les cabines de première classe étaient des monuments d'un âge révolu. Le capitaine Heinrich Bertram, dans un élan de courage absolu, refusa catégoriquement d'embarquer les prisonniers. Il expliqua au SS Oberführer Max Pauli que son navire avait été conçu pour 1500 passagers, pas 5000 prisonniers. Pauli pointa son Luger sur sa tête pour illustrer quelles seraient les conséquences de refuser d'embarquer les prisonniers. Les prisonniers furent ségrégés par nationalité. Les Russes et les Polonais furent envoyés dans les soutes à bananes sous la ligne de flottaison. Les prisonniers occidentaux, français, belges et hollandais furent entassés dans les ponts supérieurs. Benjamin Jacobs serra la main de son frère Joseph alors qu'il descendait dans l'obscurité. Un autre prisonnier nommé Paul Tréchiac n'oublierait jamais. Le surpeuplement était tel que personne n'avait la place de s'étendre. Les conditions dans les cales inférieures étaient particulièrement catastrophiques. Un morceau de pain épais comme un doigt, de l'eau salée qui brûlait la gorge, aucune installation sanitaire, aucun soin médical. Les hommes se tenaient serrés les uns contre les autres, dans l'obscurité, certains pendant des jours. Le navire resta à l'ancre, ses moteurs tournant à peine. Tandis que de plus en plus de prisonniers arrivaient, le Tilbeck était ancré près de là, tout comme le Deutschland. Une flottille de souffrance cachée en pleine vue. Sam Pivnik réussit à atteindre le pont pour respirer et vit l'impensable. Des dizaines de corps dans l'eau. Ils avaient été jetés par-dessus bord. Le 3 mai se leva gris sur la baie de Lübeck. Un autre jour d'attente. Survivre heure par heure dans le ventre d'un navire mourant. Un autre jour à entendre l'éclaboussure de ceux qui n'avaient pas survécu à la nuit en heurtant l'eau. Puis vint le bourdonnement distant qui s'amplifiait. Moteur d'avion. Les prisonniers qui pouvaient atteindre les hublots collèrent leurs visages au vert. Des avions britanniques, la RAF, leur libérateur les avait enfin trouvés. Certains commencèrent à sangloter de soulagement. D'autres parvinrent à pousser de faibles acclamations. Le Typhoon fit le tour une fois, 2 fois. Sur le pont du Cap Arcona, quelques prisonniers agitèrent tous les tissus blancs qu'ils purent trouver. Sûrement que les pilotes pouvaient les voir. 24 heures plus tôt, Paul Thun, délégué suisse de la Croix-Rouge internationale, intercepta le major-général Pip Roberts alors que les chars britanniques entrèrent dans Lübeck. Général, il y a 7 à 8 000 prisonniers sur des navires dans la baie, des survivants de camps de concentration. Roberts n'hésita pas. Il transmit le message par radio depuis son véhicule blindé, observant le visage de Thun pour s'assurer que chaque détail était transmis correctement. Le message entra dans la chaîne de commandement. Quelque part entre la radio de Roberts et les aérodromes, il disparut dans le brouillard de guerre. Aube du 3 mai. Le docteur Hans Arnoldsson de la Croix-Rouge suédoise frappa aux portes du quartier général britannique. Il avait passé des jours à essayer de sauver les prisonniers des navires. Il délivra maintenant le même avertissement. Des détenus de camps de concentration étaient entassés à bord du Cap Arcona, du Tilbeck et du Deutschland. Les officiers britanniques promirent une action immédiate. Trop tard. Sur les aérodromes du nord de l'Allemagne, les escadrons de Typhoons réchauffaient déjà leurs moteurs. À 14 heures, le squadron leader Johnny Baldwin mena le 198e escadron dans des cieux cristallins. 9 Typhoons armés de roquettes de 27 kg et de canons. Leur briefing avait été sans ambiguïté. Les dirigeants nazis tentent de fuir vers la Norvège. Détruisez tous les navires dans la baie de Lübeck. Sous eux, les cibles se matérialisèrent à travers les nuages brisés. Le Cap Arcona était posé comme une baleine échouée. Le pilote Lawrence Stark remarqua quelque chose d'étrange. Il n'avait pas de vapeur, mais il n'y avait pas le temps de questionner les ordres. La course d'attaque avait commencé. Le Typhoon de Baldwin plongea en hurlant à 640 km/h. À 900 mètres, il arma ses roquettes. 4 filèrent vers le Cap Arcona, traînant de la fumée blanche. Elles percèrent le pont entre les cheminées et explosèrent dans les zones d'hébergement. Dans la cale, Benjamin Jacobs sentit le navire convulsé. La salle de stockage se balançait d'avant en arrière. Il y eut une seconde explosion, puis une troisième. Les prisonniers levèrent les yeux dans la confusion.
L'escadron 263 de Martin Rumbold suivit, puis le 197, puis le 193. Roquettes et tirs de canon déchirèrent le navire de la proue à la poupe. Le Tilbeck prit des coups directs sous la ligne de flottaison. Le Deutschland brûla. Sur le pont, Sam Pivnik regarda l'enfer se déchaîner. Une épaisse fumée grise jaillissait de la zone en dessous. Le feu courut à travers les cloisons de bois. Les escaliers devinrent des cheminées en flammes. À Londres, un officier de service admettrait plus tard aux enquêteurs: un message fut reçu le 2 mai 1945 indiquant que ces navires étaient chargés de prisonniers de camps de concentration, mais par un quelconque oubli, le message ne fut jamais transmis. Le cap Arkona gîta sur tribord. Sa superstructure était devenue un four flottant. Les gardes SS équipés de gilets de sauvetage cachés écartèrent les prisonniers et sautèrent dans la Baltique glaciale. Les prisonniers enfermés en bas, affaiblis par la famine, firent face à un terrible choix: brûler ou se noyer. Ceux qui atteignirent le pont trouvèrent les canaux de sauvetage en flammes, les bossoirs tordus par les impacts de roquettes. Benjamin Jacobs regarda les hommes sauter quand même, préférant l'eau à 7 degrés aux flammes. Ils heurtèrent la surface et ne remontèrent jamais. Leur corps squelettique ne pouvait rivaliser avec le froid. Les chalutiers allemands encerclèrent l'épave comme des vautours. Ils tirèrent les hommes SS de l'eau. 400 gardes, 20 femmes SS et 16 marins. Quand les prisonniers nagèrent vers les bateaux, les gardes les repoussèrent avec des rames ou les abattirent. Sam Pivnik s'accrocha aux débris alors que les balles sifflaient près de sa tête. De temps à autre, il y avait des rafales de pistolets et de mitrailleuses alors que ceux dans les bateaux dispersèrent les prisonniers essayant de monter à bord. Au-dessus, le pilote de la RAF, Alan Wise, vira pour un autre passage. Il avait reçu l'ordre de ne laisser aucun nazi s'échapper. Nous avons utilisé nos tirs de canon sur les gars dans l'eau. Nous les avons mitraillés avec des canons de 20 mm dans l'eau. C'était horrible, mais on nous avait dit de le faire et nous l'avons fait. C'est la guerre. À 18 h, les réservoirs de carburant du cap Arkona explosèrent. Le grand paquebot roula sur le côté et se posa dans la baie peu profonde, sa coque brisant la surface comme un récif d'acier. Sur 5000 prisonniers à bord, seuls 350 survécurent. Le Tilbeck avait déjà disparu sous les vagues. 2750 âmes perdues, 50 survivants. Sur la plage de Neustadt, les commandos britanniques trouvèrent une scène d'enfer. 500 corps bordaient le sable. Le major Noel Thiel écrivit dans son rapport officiel: « Compte tenu du grief des survivants, il est fortement recommandé qu'une enquête officielle soit menée. » Il n'y en eut jamais. Parmi le chaos sur la plage, Eva North cherchait frénétiquement. Son mari Willy, un prisonnier politique, était sur le cap Arkona. Elle appela son nom jusqu'à ce que sa voix se brise. Puis, impossiblement, Puppy, son surnom pour elle. Willy émergea d'un groupe de survivants, brûlés mais vivants. Pendant des semaines, des corps s'échouèrent sur les rivages de Neustadt, Scharbeutz et Timmendorfer Strand. Les fosses communes se remplirent. Des restes osseux apparurent pendant des décennies. Les derniers remontèrent à la surface en 1971. Dans les dossiers du renseignement britannique, la vérité attendait. Ils savaient. Les avertissements avaient été envoyés. Par négligence, par chaos, par l'arithmétique terrible des dernières heures de guerre, 7000 prisonniers tombèrent à un pas de la liberté, aux mains de ceux censés les libérer de leur calvaire.